Aujourd'hui, on va parler du marché des risques politiques. L'idée, c'est que quand on signe un contrat de défense ou autre sur notre marché domestique, national en France, on a une somme de risques sur lesquels on est relativement familier. Dès lors qu'on franchit nos frontières, il y a une somme de nouveaux risques qui deviennent de plus en plus durs à appréhender dès lors qu'on s'éloigne de plus en plus de notre base. Il est plus simple de négocier un contrat avec le gouvernement espagnol qu'avec le gouvernement du Burkina Faso, pour le dire au hasard, ou d'autres pays plus lointains encore, comme l'Arabie Saoudite ou autres. Et c'est pour ça qu'existe un marché privé de l'assurance des risques politiques, pour lesquels on va accompagner les exportateurs français ou autres. On n'a pas tellement de limitations sur l'origine de nos assurés. Et l'objectif, c'est de venir prendre sur nous, assureurs, la somme de tous ces risques politiques qui naissent du fait d'un contrat à l'export. Je donne quelques exemples, c'est peut-être plus simple à illustrer. Lorsqu'un contrat est signé avec le ministère de la Défense, par exemple, des Émirats Arabes Unis, on supporte le risque que d'un moment ou l'autre, les Émirats changent d'avis. Vous avez commencé à lancer votre production, mais le contrat est annulé. Il est du simple fait d'une décision gouvernementale. Vous entendez pas ? Vous entendez ? Je sais pas comment vous dire. Le simple fait que le gouvernement avec lequel vous avez signé un contrat change d'avis, c'est quelque chose auquel vous êtes exposé dès lors que le gouvernement est peut-être pas le plus stable, ou qu'une situation de coup d'État, révolution ou guerre va amener au pouvoir de nouveaux interlocuteurs qui, eux, n'ont pas du tout envie ni d'honorer le contrat, ni ils ne pensent pas avoir besoin du matériel qui avait été commandé par le gouvernement précédent. Il y a des cas d'école de ça qui ne sont pas nécessairement de l'industrie de la défense, mais pour vraiment illustrer mon propos, il arrive parfois que certains... J'ai un exemple en tête. En Guinée équatoriale, il nous est arrivé de recevoir la construction d'une piste d'atterrissage dans le village du président. Le président, s'il avait été dès lors que le gouvernement change, si le président est destitué ou si le ministre des Transports qui avait commandé la nouvelle piste d'atterrissage n'est plus, la probabilité que le nouveau gouvernement décide d'annuler le contrat en pensant qu'en fait ça leur sert à rien d'avoir cette piste d'atterrissage dans une localité qui n'a aucune importance pour le reste du pays, ça c'est ce qu'on appelle un risque politique. Une nouvelle autorité publique qui va venir annuler un contrat passé par le gouvernement précédent. Donc c'est ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'exemples possibles. Il nous manque 2 intervenants, donc c'est pas le plus simple. Peut-être je te passe direct la parole. Et donc ici on a Simon Grignon, récemment embauché par Platius, donc qui est un courtier en risque politique et qui sort encore plus fraîchement de la BPI Assurance Export. Ce qu'on fait sur le marché privé est très similaire aux produits offerts par l'État, par la BPI, à quelques différences près que Simon va vous exposer. Je vais faire un petit focus aussi sur... en fait, effectivement, sur le marché donc, de l'assurance des risques politiques, vous avez des assureurs. Ça, c'est Tokyo Marine. Tu m'entends pas ? Ça va. Vous avez des assureurs, mais vous avez aussi des courtiers. Ces courtiers sont là en fait pour défendre les intérêts de leurs clients. Leurs clients, ce sont les industriels. Aujourd'hui, on a Eurosatory, donc nos industriels, c'est les industriels de la défense. Ça tombe bien parce que c'est probablement la dernière industrie française qui exporte autant. Si une industrie est positive sur la balance commerciale, c'est essentiellement dû à des grands contrats export que l'on connaît tous, comme ceux de Dassault, comme ceux de Naval Group, qui ont un impact positif sur la balance export. Mais dès qu'on a de l'export, effectivement, comme le disait juste avant Kevin, il y a un nombre de risques politiques qui est assez majeur. Et c'est pour ça qu'il y a des assureurs privés, comme Kevin, qui sont là pour les assurer. Mais il y a aussi, et là j'en viens, BPI France Assurance Export, l'État, qui assure ces risques-là. Ça a été créé en 1946, post-Seconde Guerre mondiale, dans l'idée de justement aider les exportations, parce que sinon on avait la peur que les industriels n'exportent pas, parce qu'ils ne voulaient pas prendre à leur compte le risque politique. Donc, pour ma part, je connais assez bien le monde de la défense parce que chez BPI France Assurance Export, j'étais le responsable adjoint de la division souscription pour la partie défense et aéronautique. Donc, on faisait beaucoup de très gros contrats, les contrats les plus emblématiques. Mais le marché privé est extrêmement actif. Il y a plus d'une 60aine d'assureurs. Ils proposent à peu près les mêmes types de garanties.
probablement, moi avant d'être chez BP France Assurance Export, j'étais déjà sur le marché privé, donc je connais très bien les deux, même si j'ai commencé hier chez Platus. Il n'empêche que du coup, il y a une flexibilité sur le marché privé qui est bien plus importante. Et c'est normal parce qu'on n'est pas l'administration française. Il n'y a pas un scope de décision qui est aussi important. Et donc l'arrivée d'un nouveau courtier en direct. Et donc ce qu'on couvre, déjà pour faire un petit focus rapidement sur ce qu'on couvre, c'est qu'on couvre le risque d'interruption, que le contrat soit interrompu. On va essayer de prendre un exemple qui, je pense, parlera à tout le monde. En 2013, on devait vendre des BPC, des bâtiments de projection de commandement aux Russes. Et au moment de la livraison, donc ça veut dire que pendant 4 ans, on les a construits et ça a coûté un certain nombre d'argent. Et l'industriel a reçu des acomptes au fur et à mesure de la production. C'est normal, il en avait besoin pour payer. Et à ce moment-là, il y a eu la guerre en Crimée et le président de l'époque, François Hollande, a décidé d'enlever les licences d'exportation à ce contrat-là parce que justement, on ne voulait pas soutenir les Russes. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a eu potentiellement, mais là je ne peux pas forcément divulguer ça, il y a eu potentiellement un sinistre qui est couvert par ce type d'assurance. Ensuite, il y a effectivement des différences par rapport au marché privé, donc c'était la question de Kevin initialement. Je pense que c'est avant tout la flexibilité. Je pense que les textes de police d'assurance sont beaucoup plus malléables qu'avec l'État. L'État a beaucoup de qualités, mais peut-être qu'effectivement on est sur un texte qui est parfois très précis et qui est plutôt intangible. Je pense qu'il y a le prix. Le marché privé, c'est un marché privé, donc c'est l'offre et la demande. Tandis que lorsque vous travaillez avec BPI France Assurance Export, vu que c'est une agence de crédit export, il y a une sorte de gentleman agreement avec toutes les autres agences de crédit export des autres pays développés, qui fait qu'il y a un minimum de primes de base. Et très fréquemment, je pense qu'on peut voir que le marché privé est plus compétitif en termes de pricing, donc coûtera moins cher aux industriels. Je pense que c'est pour l'essentiel. Oui, non, t'inquiète. Mais je peux continuer sur la couverture des risques. Je sais, peut-être que tu veux... Il y a Lucia qui arrive. Parce qu'il y avait un ordre en fait, donc c'était pas tout à fait mon ordre. Mais c'est un marché très... Oui, je vous en prie. Bien sûr. Comparer un petit peu le besoin d'assurance politique pour la défense comparé au marché privé, par exemple, pour les industriels qui ne vont pas forcément vendre du matériel de défense, mais plutôt qui auraient un contrat à l'étranger. Le risque par rapport à un autre type de défense, l'industrie, je pense que le risque politique est plus fort, pour une raison très simple, c'est que dans les marchés de défense, le client est toujours public ou souverain. Ce qui fait qu'il y a une sensibilité au risque politique qui est bien plus importante que lorsque vous êtes dans une industrie et que vous vendez à un autre acheteur qui est privé. Et là, quand vous vendez à un autre acheteur qui est privé, vous avez un risque de non-paiement par votre acheteur, qui fasse une défaillance financière, qui dépose le bilan, ce genre de risque. Mais quand vous êtes sur un marché de défense, il y a une sensibilité politique qui est accrue, d'une part par rapport à votre contrepartie, qui est souveraine ou publique, et d'autre part par rapport au matériel. Le matériel de défense est quand même un matériel particulier. On fera un petit focus tout à l'heure après sur les licences d'exportation qui sont spécifiques pour ce domaine-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on vend dans un certain pays, ça correspond aussi à une alliance géopolitique de la France avec ce pays-là. On ne vendra pas des matériels sensibles à un pays où, a priori, ce n'est pas forcément nos meilleurs amis. Et malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais les alliances géopolitiques, elles sont plutôt évolutives. Et donc, c'est pour ça que l'industrie de la défense est très active, à la fois du côté public pour les assureurs, mais également du côté privé, parce que c'est une industrie très sensible aux enjeux politiques. Et je repasse la parole à notre modérateur. Ok, merci beaucoup Simon. On a maintenant été rejoint par William Arminjon de l'entreprise Miller et Lucia Petri de BPL. Et on va passer la parole à William d'abord. On va passer la parole à Lucia d'abord. Où elle va en fait rentrer un peu plus dans le détail du fonctionnement de nos polices pour bien comprendre l'utilité et les mécanismes qui y sont associés. Merci. Bonjour à tous. Alors peut-être la première chose à dire, c'est que quand on parle de risque politique et d'assurance en risque politique, en fait c'est surtout des contrats. Le risque politique, c'est une niche dans le domaine de l'assurance qui est à la frontière entre la finance, l'assurance et le droit. Les contrats sur lesquels nous travaillons et qui sont un moyen...
et qui sont un moyen d'accompagnement à l'export sont des contrats d'assurance qui sont quasiment hors code d'assurance. Donc il y a une grande latitude pour les rédiger, et ce qui veut dire que, in fine, vous avez véritablement un backup pour vos contrats. En termes de champ d'application, parce qu'ici je suis obligée d'être hyper synthétique, le risque politique, c'est quoi? La première chose à laquelle on pense aux événements de violence politique, on pense à des situations de confiscation, d'expropriation, de nationalisation, on pense à des modifications de législation qui peuvent vous être défavorables, mais ce que l'on couvre dans ces contrats d'assurance risque politique, ça va plus loin. Il y a toute une problématique de résiliation du contrat, que ce soit du fait de l'acheteur ou du fait d'événements politiques. Il y a tout ce qui touche à l'incapacité pour vous d'exécuter convenablement vos obligations contractuelles au titre du contrat. Et cette absence, cette impossibilité d'exécuter vos obligations, elle relève soit de manquement de l'acheteur, soit de situations strictement politiques. Il y a toute la problématique ensuite des non-paiements, tout ce qui relève de l'appel abusif des garanties de marché qui sont accessoires à vos contrats internationaux. Et il y a même des situations qui sont des situations extra-contractuelles où ce que l'on sécurise, c'est la problématique de l'inconvertibilité des devises et la remontée des devises vers la maison mère, qu'elles soient françaises ou européennes, et encore le non-transfert. Il faut comprendre que, en gros, l'articulation de ces contrats, il va vraiment y avoir d'un côté ce qu'on appelle dans notre jargon le pre-shipment, qui est toute une partie de risque de fabrication, de l'autre côté le post-shipment, et de l'autre côté, enfin, l'appel abusif des cautions. Toute la partie pre-shipment, qui renvoie à l'interruption ou à la résiliation du contrat, in fine, en termes de perte, ça va renvoyer à un compte de perte négatif, si on veut faire simple. Tout ce qui renvoie au non-paiement, au post-shipment, là, rien n'est plus simple. Il s'agit du non-paiement des créances qui sont nées au titre du contrat. En termes de faits générateurs, les faits générateurs, c'est-à-dire ce sont les risques qui sont couverts dans le cadre de la police d'assurance. Comme je le disais, le spectre est extrêmement large. Vous avez des faits générateurs de type violence politique, strictement politique. Vous avez toute la problématique des modifications, je disais, de législation, de promulgation de décrets, de lois, etc., qui viennent, in fine, vous empêcher d'exécuter convenablement votre contrat. Au-delà de ça, vous avez des situations de résiliation de contrat qui sont en lien avec soit un ordre du gouvernement, soit une situation de défaillance de l'acheteur. Donc ça, c'est lorsque vous êtes sous contrat avec un obligor qui n'est pas forcément une entité souveraine, mais qui peut être privée, publique, subsouveraine, etc. Donc le champ d'application est extrêmement large. En conséquence, ce que l'on cherche à couvrir là-dedans, c'est véritablement, pas couvrir, mais je dirais à baquer, en fait, c'est effectivement votre contrat. Dans votre contrat, même si vous le rédigez au mieux, au moment T où vous allez le rédiger, in fine, vous allez probablement vous retrouver dans une situation, même si vous avez été la personne qui a rédigé ce contrat au mieux, vous allez voir qu'il y a des trous dans la raquette. Les trous dans la raquette, soit ils sont là parce que, bon, effectivement, ça peut être un manquement, un oubli dans le cadre de la rédaction, soit c'est un trou dans la raquette parce que lorsque vous êtes avec un souverain, vous êtes dans le cadre d'une négociation déséquilibrée par essence. Par-dessus le marché, vous allez avoir des situations, vous avez l'impression que vous avez super bien bâclé votre contrat. Je prends un exemple, vous avez une résiliation de clause de résiliation pour convenance. Ok. Cette clause va être assortie, lorsqu'elle est convenablement rédigée, du versement par votre obligor d'un certain montant d'indemnité, et en particulier tout ce qui est lié aux engagements que vous avez déjà eus au titre du contrat, d'équipements qui ont été déjà fabriqués par exemple. Eh bien, vous avez beau avoir rédigé convenablement votre clause, le fait est que si l'acheteur est en défaut, refuse de vous payer, eh bien certes le contrat était bien rédigé, mais vous n'aurez pas le montant des indemnités qui sont mentionnées dans le contrat. Le risque politique vient ici, les solutions d'assurance en risque politique et risque crédit viennent ici vous accompagner. Au-delà de ça, vous pouvez vous dire, en termes de paiement, l'un des moyens de paiement très utilisés, c'est la lettre de crédit. Ce n'est pas parce que vous avez une lettre de crédit qui a été dûment émise par une banque de premier ordre que forcément les paiements au titre du contrat sont garantis. Soit vous faites confirmer la LC, ok. Soit ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir une sorte de package en pre- and post-shipment sur notre marché, c'est-à-dire fabrication, non-paiement, et vous avez tout le spectre qui est couvert. Sans rentrer véritablement dans le détail des contrats, des assurances risques politiques, comme je vous le disais, on relève très peu du code des assurances. Les risques politiques sont des grands risques et on relève surtout du droit des obligations et du droit du contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est soumis
principalement à des articles de forme, en ce qui concerne la rédaction contractuelle et le code des assurances. Il y a un certain nombre de choses à respecter qui sont en lien avec les déclarations que vous devez faire en tant qu'assuré au titre du contrat. Et pour le reste, après, c'est beaucoup du droit des contrats, droit des obligations. Les polices d'assurance sont confidentielles, toujours. La confidentialité peut être levée le cas échéant, mais elles sont confidentielles. Les assureurs avec lesquels nous travaillons, qui sont des assureurs principalement londoniens, mais aujourd'hui vous en avez de plus en plus en France, notamment parce qu'il y a des tas d'émanations des syndicats du Lloyd's en France, et pas que depuis le Brexit. Avant le Brexit, ça existait déjà. Sont des assureurs qui, les 3/4 du temps, si ce n'est pas tout le temps, selon le broker avec lequel vous travaillez, sont tenus par les Terms of Business Agreement qui les obligent à confidentialité. Qu'est-ce que je peux vous dire qui peut être important pour vous en termes de l'objet de la police? Évidemment, vous réglez une prime, c'est de vous faire indemniser in fine. En termes de charge de la preuve, le fonctionnement est le suivant, c'est très simple. Il vous appartiendra de démontrer que vous avez effectivement souffert d'une perte au titre de cette police d'assurance. De l'autre côté, vous avez un certain nombre d'exclusions dans la police. Et celles-ci, par contre, ces exclusions, si tant est qu'elles soient applicables, il appartiendra aux assureurs de démontrer qu'elles fonctionnent. Aidez-moi les gars, est-ce que vous voyez autre chose? Parce que je dois vous briefer vraiment très rapidement. On parle d'un contrat, c'est des contrats internationaux dans le sous-jacent. Ce que je cherche juste à vous dire ici, c'est que, encore une fois, les risques politiques et les solutions d'assurance en risque politique, si je peux dire, sont des produits un peu plus sexy que l'assurance classique. On n'est pas sur de la... Si, monsieur, je vous vois sourire. On n'est pas sur des lignes d'assurance obligatoires dans lesquelles nous ne tenons pas le stylo. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Ce qu'il nous faut, c'est un contrat, on regarde où sont les trous dans la raquette et la manière en fait dont on peut combler ces trous. Après, pour le reste, c'est vraiment ce que je disais en introduction, cette espèce de triangulaire finance, droit, assurance, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne et ça donne une grande latitude. Je laisse le mic. Je ne sais pas si il a été rappelé que la couverture n'était pas à 100%. Non, vas-y, je ne sais pas le niveau de détail. Pour rebondir, je te laisse, voilà, si vous avez il y a toujours une quotité garantie, il y a une part qui va être assurée et une part qui ne va pas être assurée. Pourquoi ? Parce que les assureurs souhaitent que l'assuré industriel garde une partie du risque en propre pour qu'il soit toujours intéressé au risque. Parce que s'il s'en débarrasse complètement, l'assureur se retrouve tout seul face à l'acheteur potentiellement, alors que c'est un travail d'équipe en cas de perte et de recouvrement. C'est pas une perte nette comme sur de l'assurance de dommages aux biens ou de l'assurance incendie. Vous pouvez récupérer, le business model des assureurs, c'est de récupérer la perte. Et donc, c'est un travail d'équipe avec l'assuré pour récupérer. Deuxième point important, il y a une période de carence avant indemnisation. On n'est pas sur une garantie bancaire à première demande, qui est en moyenne de 180 jours. Voilà, le temps de monter le dossier de sinistre avec un expert qui potentiellement peut être nommé pour aider à la collecte d'informations et à préparer un rapport sur la perte et son quantum. Et ensuite, ce rapport est soumis pour validation, accord à la compagnie d'assurance qui donne son aval ou pas sur le fait d'indemniser. Voilà, deux petites particularités à rappeler pour être très clair. Alors, il y a aussi un autre bénéfice des polices d'assurance risque politique, en tout cas celle du marché privé, que William va nous expliquer plus en détail, qui vise à soutenir, convaincre, argumenter auprès des banques la possibilité d'accompagner le financement à l'export. Alors, voilà, alors, par rapport à l'auditoire, désolé d'avoir été en retard, le RER c'était un enfer, il y a encore quelqu'un qui avait fait un malaise. Qui est industriel? Levez la main s'il y a un industriel dans l'auditoire. Non, personne. Est-ce qu'il y a un banquier? D'accord. Des assureurs peut-être? Un joli parterre, d'accord. Voilà, ce qu'il est important à dire aujourd'hui, c'est que donc, dans un univers concurrentiel assez fort, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, on n'est absolument pas, si on est sur un salon international qui est absolument pas franco-français, on s'est aperçu que les offres de financement permettent de faire la différence et que ce n'est pas uniquement le produit qui va permettre de remporter un contrat. Et donc le contrat d'assurance a une place vitale dans la structuration du financement, puisqu'aujourd'hui,
il est considéré comme un créditrice mitigant au sens balois du terme, et donc permet aux banques qui en bénéficient lorsqu'elles financent d'obtenir un gain de réduction de capital. Et donc ce qu'on incite à faire, il faut savoir que ce marché aujourd'hui est trusté par l'univers bancaire. Les banques représentent 70 à 80% des acheteurs de ce produit d'assurance. Donc c'est leur modèle originate to distribute. Elles distribuent leurs risques à des compagnies d'assurance qui l'achètent, comme HCC qui est avec nous aujourd'hui. Et le conseil que nous pouvons donner à un industriel exportateur sur ce type de marché, c'est d'être un peu le poisson pilote dans cette relation, à savoir, il a d'un côté la liquidité qui peut lui être offerte par son pool bancaire, et de l'autre, via son intermédiaire courtier, il peut retrouver le coût du risque et donc monter indirectement, participer à la structuration du prix qui est essentiel pour faire la différence sur ce type de marché. Donc c'est pour ça qu'on encourage les industriels à venir nous voir en amont au moment de l'appel d'offres pour qu'on participe à la structuration du financement, soit via un crédit commercial type crédit acheteur, soit un crédit fournisseur avec un rachat de créances. Ce sont des structures de financement dont les assureurs ont l'habitude, et il ne faut surtout pas être timide à dire voilà, je vais aller voir la banque, elle va tout faire de A à Z. Non, on est là pour apporter aussi de la valeur et pour permettre justement d'obtenir les meilleurs prix dans ce schéma concurrentiel où on voit de plus en plus des acteurs non francophones, des acteurs européens, voire mondiaux, qui viennent sur ce marché et qui utilisent les mêmes armes pour remporter les appels d'offres. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir un peu expliqué ce qu'était le marché des risques politiques. Alors évidemment, si vous avez des questions, c'est le moment. Je sais que monsieur en a une peut-être. Alors je vais vous passer le micro. Messieurs, dames, bonjour. François Lamy, Filimage. J'aimerais vous poser une question à propos du risque politique qui a été récemment résolu il y a quelques jours. Est-ce que ça faisait partie d'un risque politique ou autrement? Parce que normalement, les services devaient le savoir, ce qui s'est passé. L'Australie. Est-ce que quelqu'un a envie de dire un petit mot sur ce... Je suppose. En tout cas, c'est le cas le plus récent qui a été... il y a une indemnisation qui est prévue, a priori, de la société française. Mais je pense que ça fait écho à ce que disait Lucia tout à l'heure, en disant que leur contrat était bien ficelé, qu'il y avait une résiliation pour convenance, il y a une somme qui a été déterminée. Et là, l'avantage pour l'exportateur, c'est qu'il était avec un industriel d'un pays développé, qui respecte le droit et qui va payer cette indemnité. Lorsqu'on intervient, on intervient peut-être plus sur des pays peut-être un peu plus exotiques, où le risque est plus fort que cette indemnité, suite à la résiliation, ne soit pas forcément payée. Donc après, sur ce dossier-là en particulier, je ne suis pas certain que cet industriel ait forcément souscrit une assurance vu la taille du montant du contrat. En tout cas, probablement pas sur le marché privé. Oui, c'est l'État qui est a priori à supporter le contrat. Mais par contre, comme le dit mon cher confrère, le fait générateur est typiquement ce qui peut arriver, ce que notre contrat d'assurance peut couvrir en effet. Je ne dirais pas que c'est un cas d'école parce qu'on n'a pas les détails et il y a des informations qui sont confidentielles. Mais lorsqu'on en a parlé, lorsque ça s'est apparu, lorsqu'on a eu des discussions avec nos clients, en effet, on leur a dit c'est typique, c'est ce qui peut arriver avec un État membre de l'OCDE de premier rang, voilà, sur une décision politique, fait du prince, vous vous retrouvez dans une situation où il y a tout un aspect diplomatique, mais in fine, il y a un industriel qui perd de l'argent. Et alors je ne saurais pas dire combien de temps a mis et combien de temps ça a mis justement pour déterminer le quantum. J'ai pas en tête quand est-ce qu'avait commencé l'affaire. 9 mois, je pense. Ça doit faire 6-9 mois. 6-9 mois, ça s'est bien résolu. Si in fine, l'acheteur n'était pas enclin à régler cette indemnité et qu'il y avait une assurance, l'assureur se serait substitué à cet acheteur. Est-ce que tu veux que je fasse un petit focus sur les licences?
parce que là c'est pour faire un petit point peut-être un peu plus spécifique. On a parlé un peu du marché du risque politique dans sa globalité, mais relatif à l'industrie de la défense, un des points clés dans les types d'assurance qu'on couvre, ce sont les licences export. En effet, vendre des armes, c'est pas vendre n'importe quel type de matériel, ce qui fait que dans chaque pays développé, y compris en France, il y a un contrôle export qui est placé sous l'égide de la FGPSL, donc le Premier ministre, qui délivre des licences d'exportation aux industriels pour les autoriser, dans un premier temps, à négocier des contrats et ensuite à les faire signer. Sans cette licence, l'exportateur n'a même pas le droit en théorie de négocier son contrat avec les acheteurs parce qu'il y a un certain nombre de secrets et qu'on ne veut pas forcément les divulguer à n'importe quelle contrepartie. Comme on peut le voir sur les exemples récents de sinistres qui sont connus, donc tout à l'heure je vous parlais des cas des Mistral en Russie, mais c'est assez fréquent, je pense que la presse relate assez fréquemment les problématiques de licence américaine que nos industriels français utilisent. On se rend compte que les licences export sont aussi un outil de géopolitique pour bloquer des contrats, y compris par des industriels qui ne sont pas ceux qui ont signé le contrat. Donc aujourd'hui, ce qu'on couvre essentiellement sur le marché privé, pas essentiellement, mais un des points importants dans les contrats de défense, ce sont les licences d'exportation, parce que nos contrats, ils ont une durée d'exécution qui peut aller de 3 à 4 ans, et donc quand on signe un contrat, on est copain avec l'Arabie Saoudite, dans 2 ou 3 ans, est-ce qu'on sera tout autant? Et à ce moment-là, l'État est en droit, parce que c'est dans le Code de la Défense, il est en droit de suspendre, résilier, modifier les licences d'exportation, et donc de ce fait créer un embargo, bloquer le contrat. Et c'est exactement ce qu'on couvre, parce que c'est du risque politique. Donc ça, c'est sur les licences purement françaises. Donc c'est déjà un gros morceau, parce que il y a des sinistres, je ne vais pas dire fréquemment, parce que heureusement c'est pas fréquent, mais ça arrive assez régulièrement. Et ensuite, on est quand même dans une industrie qui est imbriquée avec d'autres industriels, avec beaucoup de sous-traitances. Je ne vais pas dire de bêtises, mais le nombre de sous-traitants qu'il y a dans un Rafale, c'est assez vertigineux, et qui vient d'un nombre de pays assez important. Et dans tous ces pays-là, ils ont également des contrôles d'export. Et avec à chaque fois la problématique, quand il y a un contrôle d'export, de savoir qui est l'utilisateur final. Donc par exemple, si Dassault va se sourcer auprès d'un Allemand, l'Allemand, le contrôle d'export ne va pas regarder si l'acheteur c'est uniquement Dassault en France. Il va regarder que l'utilisateur final c'est le MAD égyptien par exemple. Et là, à ce moment-là, les Allemands n'ont pas forcément la même relation diplomatique que les Français et peuvent bloquer. Et donc là, on a un vrai sujet, nous, de couverture aussi des licences d'exportation des sous-traitants qui empêcheraient l'exécution du contrat. Et ça, c'est également des faits générateurs que l'on couvre, avec toujours une analyse assez fine de savoir quelles sont les licences export autres que la France et est-ce qu'il y a des solutions de remplacement, on espère. Et on se rend compte, je pense que vous allez le voir dans pas mal d'exposants, il y a beaucoup de fois où c'est marqué ITAR Free. ITAR, c'est la licence américaine. On sait que les Américains ont beaucoup utilisé les licences d'exportation américaines pour faire de la politique en réalité et pour bloquer des contrats par rapport à des pays où ils ne voulaient pas qu'un certain nombre de matériel soit livré. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un argument commercial pour les industriels de dire qu'il n'y a pas de licence américaine. Et donc ils ne sont pas soumis à la possibilité que les Américains enlèvent ces licences. Et donc c'est pour vous montrer justement l'importance dans ce domaine spécifique de la défense de ces licences-là et de l'importance de nos polices d'assurance pour garantir ces risques-là. Parce que quand vous bloquez un contrat de Rafale ou quand vous bloquez un contrat de bâtiment de production de commandement, tous les acomptes qui ont été versés en préalable doivent être rendus à l'acheteur. C'est normal, il n'a pas reçu le matériel. Et donc on parle de montants qui sont assez vertigineux et c'est pour ça que, comme le disait Lucia, on est sur du risque catastrophe. Nos polices d'assurance, elles sont très peu activées, heureusement. Mais quand elles sont activées, ça fait très mal. Peut-être juste une chose, justement, quand ça vient en écho là, de ce que tu viens de dire, mais lorsqu'on fait référence aux risques politiques, ça n'est pas forcément les risques politiques dans le pays étranger. Les décisions politiques, la problématique des licences, etc., tout ça, c'est soit au niveau de l'État, donc l'État de l'assuré, l'État français, là en l'espèce, soit au niveau de ce dont Simon parlait, ce sont les pays tiers, qui sont définis comme ça dans la police d'assurance, soit au niveau du pays de l'obligor, donc du pays étranger. Et c'est important, et notamment cette problématique des licences que l'on retrouve et que l'on couvre via les pays tiers. De manière générale, les pays tiers, leur définition doit être faite correctement,
parce que ce que l'on couvre, en fait, c'est notamment la problématique des licences, mais il n'y a pas que ça, en fait. On couvre toute situation, toute décision de type politique qui viendrait, in fine, à vous empêcher, vous, d'exécuter vos obligations contractuelles, parce que vous n'êtes plus en mesure de récupérer les pièces détachées à tel endroit, parce que le contrat de sous-traitance ne peut pas être effectué dans tel pays. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre. Le spectre des risques politiques n'est pas uniquement dans le pays étranger, mais finalement, la menace vient aussi bien de chez vous, surtout aujourd'hui dans un monde où, il y a encore quelques années, lorsqu'il y avait un problème, c'était un problème sur un contrat dans un pays. Aujourd'hui, on le voit bien avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, on a un effet domino. Il se passe quelque chose à droite et il y a une répercussion à l'extrême gauche. Donc, la définition, comprendre que ces risques politiques ont un spectre extrêmement large, définir correctement vos pays tiers, ça fait partie de ce travail sur mesure dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous avez déjà fait. Bonjour, Solentine, Cluster Eden. J'avais une question par rapport au contrat d'offset, si ça couvrait également les risques sur les contrats d'offset ou pas. Je veux que vous me regardez tous là. Vas-y, je te laisse commencer. En fait, sur les offsets, c'est un sujet assez compliqué. Mais qui revient. Et du coup, actuellement, en fait, les offsets, il y a deux problématiques. Il y a les contrats d'offset en tant que tels, c'est-à-dire que vous faites un contrat supplémentaire pour créer les compensations. Mais ce qu'on voit le plus, je pense, côté marché privé, c'est plutôt les cautions d'offset. C'est-à-dire que les industriels doivent mettre des cautions, des garanties bancaires, qui sont appelables s'ils ne respectent pas les engagements liés à ces offsets. Et donc là, ces cautions-là, comme les autres cautions de marché, que sont les cautions de rester sur la compte, les cautions de bonne fin ou les cautions de retenue garantie, peuvent être garanties par des assureurs comme Kevin, de l'appel abusif de ces cautions ou de l'appel suite à un fait politique. Ensuite, par contre, si la question est plus sur des contrats autres, je ne sais pas, un investissement dans une société locale ou des choses comme ça, ça ne sera pas couvert en tant que tel. Je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout état de cause, je pense que ça fait partie des matières qui sont amenées à évoluer parce qu'on est de plus en plus interrogé sur cette problématique d'offset. On la voit de plus en plus depuis une dizaine d'années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, vous faire une réponse directe, oui, oui, non, non, je trouve que c'est un peu compliqué. La matière reste encore hybride. Aujourd'hui, ce que l'on couvre, c'est un contrat export signé, dûment en vigueur, avec du cross-border, quoi, en fait. Ouais, désolé, non, c'est pas, je peux pas avoir une réponse directe là-dessus. Monsieur de Kergomo, peut-être une question? Ok. Une remarque rapide par rapport aux assureurs tout à l'heure, réponse à monsieur, vous parliez des solutions du marché d'assurance et le fait que l'assureur puisse couvrir ces risques, mais c'est souvent les assureurs, parce que c'est juste une petite remarque. Kevin, qui représente le marché privé d'assurance, va rarement couvrir seul ces types de risques-là. Donc voilà, c'était juste une remarque par rapport à tout à l'heure. Merci monsieur. Oui, à combien estimez-vous le montant de la capacité du marché à couvrir ce type de risque, que ce soit en France ou sur le marché de Londres en particulier? Alors les dernières estimations de la capacité disponible sur le marché, elle est à quasi 4 milliards. C'est entre 3,5 milliards et 4 milliards. Soixantaine d'assureurs. Ouais. Avec une soixantaine d'assureurs entre Londres principalement et un peu en France. On est 6, 7 en France. C'est une capacité qui est théorique parce que c'est le montant annoncé. Chaque année, en gros, les courtiers font appel. Attention, c'est pas la capacité sur le Yémen. Hein. Donc, c'est une capacité théorique que chaque assureur pourrait offrir presque chaque année. Que le marché pourrait offrir chaque année.
en réalité, cette enveloppe, elle est consommée au fur et à mesure du temps par les différents contrats que nous signons et que nous couvrons. Et c'est un chiffre gigantesque qui a le mérite d'exister, mais il est en réalité très dur d'estimer quelle est la capacité réelle disponible sur le marché, dans la mesure où chaque 60 assureurs est libre de ses décisions. Donc il arrive parfois que la capacité soit là, mais que l'environnement géopolitique ne permette pas de l'offrir. Donc c'est très difficile, mais techniquement, le chiffre annoncé, c'est quelque part entre 3,5 milliards de dollars et 4 milliards de dollars pour à peu près une grosse soixantaine d'assureurs. On peut dire que c'est un marché en plein essor, qui se développe, qui s'est considérablement développé depuis que les banques l'utilisent justement pour faire du capital relief. Le produit est né, ce produit privé qui était auparavant un monopole d'État, s'est privatisé dans les années 70 à peu près. Il est venu des États-Unis, de nos amis d'AIG notamment, qui ont été les premiers à mettre en place des garanties alternatives aux agences publiques américaines type OPIC ou US Exim. Depuis, le produit a fait pas mal de chemin. Vous avez des assureurs spécialistes crédit qui sont impliqués sur ce domaine, type la Coface, Euler Hermès qui a changé son nom récemment en Allianz Trade, Atradius qui sont des assureurs, des pure players du crédit qui sont monoproduits sur ce segment. Ensuite, vous avez tout un pan de généralistes qui sont venus sur ce segment de marché parce que les résultats techniques de sinistres sur prime, ce qu'ils appellent les loss ratios, sont plutôt positifs. Donc on va dire que ce produit est rentable dans une compagnie d'assurance, sauf si tu me dis le contraire. Et donc vous avez des acteurs généralistes type AXA qui sont arrivés sur ce marché. AIG était l'un des premiers. Chubb, donc des anglo-saxons, des européens, des sociétés mondiales avec des ratings en moyenne, on est sur un rating A+. Et puis, tout un pan de l'activité est aussi trusté par ce qu'on appelle les syndicats du Lloyd's, donc, qui sont installés à Londres, qui eux bénéficient d'une signature du même rating grâce à leur chaîne de protection qui est A+, S&P. Et c'est important, cet aspect rating est important parce que en plus de couvrir donc un contrat, il y a tout un aspect, et aujourd'hui les ratings sont prédominants dans l'industrie, et donc beaucoup d'acteurs l'utilisent pour sécuriser des contrats et d'autres le voient comme un outil de rehaussement de crédit, in fine, et dans laquelle les modèles bancaires vont s'adapter selon la qualité de rating de l'assureur. Donc les assureurs qui sont notés AA- ont bien sûr un avantage concurrentiel par rapport à leurs petits copains pour pouvoir capter plus de flux. La dernière question est pour qui? Ok, eh bien merci beaucoup pour votre attention. Merci à Simon, Lucia et William de nous avoir un peu éclairé sur le marché des risques privés, risques politiques, du marché privé des risques politiques, pardon. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci bien.